Nous ne savions pas, nous on ne savait même pas. C'est ça aussi le drame. C'est que nous qui sommes des... Voilà, nous le peuple, nous ne savons pas, on dort tout simplement. Pendant que les gens s'activent contre nous, bon, nous dormons ou bien nous faisons la fête. Donc, la France, sachant que Eyadema va mourir dans quelques mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'Élysée et l'état-major français ont fait? Ils ont détaché quelques bataillons de la force LICOM basés à Abidjan pour les mettre tout simplement à l'aéroport de Lomé. Nous, on ne savait pas. Donc, moi, un jour, j'étais là comme ça, les gens m'appellent depuis Paris, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe au Togo? On voit les mouvements de troupes en direction du Togo. C'était en novembre 2004. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on savait que Eyadema allait mourir, donc il faut organiser tout ça, circonscrire les contestations, etc. Donc, les soldats français des forces LICOM sont venus et le 5 février 2005, lorsque la mort d'Eyadema a été annoncée à la télévision par son premier ministre, tout de suite, les troupes françaises ont patrouillé aux côtés, ont pris la rue, ont occupé la rue avec l'armée togolaise. Et lorsque nous l'avions dit, c'était Michel Barnier qui était au ministère de la Coopération et des Affaires étrangères en ce moment. Lorsque nous l'avions dit, mais il fallait écouter ce qu'il a dit. Il a dit simplement que c'était un mensonge. Alors que nous voyons les soldats français dans les rues de Lomé, on dit non. On dit non. Et évidemment, face à l'opinion française ou bien l'opinion occidentale d'une certaine manière, que vaut la parole d'un petit nègre aux côtés de la parole d'un ministre de la coopération et des affaires étrangères. Bon, la France a toujours fait ça. Les peuples vont se trouver en position extrêmement de faiblesse. Donc, le peuple africain, à part la parenthèse, peut-être des années, tout de suite des années 60, avec les vrais leaders patriotiques, l'Afrique n'a plus eu véritablement l'opportunité de choisir ses dirigeants. Ces dirigeants lui ont été tout imposés. Donc, à partir de là, tout ce qu'on peut appeler indépendance, ça ne sert à rien. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et dans ce contexte, on va même inventer des notions qui sont en réalité des codes, tels le bon élève. C'est-à-dire que le bon élève, tu vois, on va qualifier un certain nombre de dirigeants africains de bons élèves de la démocratie, du FMI, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces gens sont purement et simplement au service de ces pays et de ces institutions internationales. Ce sont des agents de ces institutions qui appliquent strictement sensu la politique dictée par ces institutions. Mais quand on les qualifie de bons élèves, bon, il y a certains qui croient que c'était quelque chose de... Voilà, alors que c'était un nom de code pour dire que, voilà, ce sont les soumis, les plus soumis de la classe, voilà, c'est les bons élèves de l'Occident. Et ces bons élèves vont faire leurs preuves. Ils vont maintenir quoi? Ils vont maintenir même le franc CFA. Ils ne vont même pas discuter, ils ne vont même plus discuter je dirais, ne serait-ce que de l'efficacité du franc CFA. On ne leur demande même pas de contester le principe même de ce système monétaire. Mais ne serait-ce que en termes de résultats, quel est le résultat que donne le franc CFA? Ils ne vont pas le faire. Ils vont tout simplement laisser tout ça. Puis, ils vont aller dans le sens, je dirais, du maintien de tous les ressorts du franc CFA qui se résument en 2 ou 3 notions. C'est la notion de la fixité, un franc qui est fixe, quelle que soit l'activité économique en Afrique. Non, votre argent est invariable, c'est un taux fixe, c'est clair et net. Deuxième chose, la garantie. Tout simplement parce que le principe de la garantie, tout simplement parce que les Français estiment que les Africains sont tellement incapables qu'ils ne sont même pas capables de prendre, vous et moi, des gestes qu'on fait au quotidien, de prendre notre argent et d'aller dans une agence. J'ai du dollar, je veux avoir l'euro. Je vais dans une agence, je l'échange. Tout simplement. Mais la France estime que les Africains sont tellement incapables de faire
ce simple geste de la vie quotidienne que, bon, on va inscrire dans l'accord qui crée le franc CFA, hein, le principe de la garantie. Hein, le principe de la garantie, ça veut dire quoi? Que c'est la France qui garantit à l'Afrique l'échange, hein, l'échange de cette, mais c'est quand, non mais c'est terrible quoi. Donc c'est la France qui va maintenant, si nous voulons, nous vendons, peut-être nous vendons en euros, puisque nous payons la dette africaine en dollars, bon, on va convertir l'euro en dollars. Cette simple opération, c'est la France qui le fait à la place de ces dictateurs africains, qui sont les hommes forts, hein, qui se disaient des hommes forts qui ne sont même pas capables d'aller échanger, faire un échange sur le marché international. Et on va conserver ça. Pire, les dictateurs africains vont maintenir il y a le principe de la confiscation, moi je l'appelle comme ça, le principe de la confiscation de 65% des devises, africaines par la Banque de France. On va conserver ça. C'est-à-dire que toutes les activités économiques que font les pays africains sur le marché international, la France va dire, bon, puisque nous on vous garantit tout ça, on vous apporte la fixité, la garantie, tout ça, vous allez déposer 65% hein, de vos avoirs extérieurs à la Banque de France. Et effectivement, on a déposé. C'est ainsi que la France a emmagasiné des milliers de francs CFA, hein, d'euros actuellement, sur le dos des Africains. Et la France puise effectivement dans cette caisse-là pour prêter aux soi-disant États africains qui achètent des armes avec ça pour tuer les Africains. Et maintenant, les Africains vont travailler ou bien travaillent quotidiennement pour payer hein, non seulement le capital, mais aussi les intérêts hein, de la dette. Donc la France utilise l'argent de l'Afrique pour l'endetter et les Africains payent le service de la dette sur leur propre argent. Ils ont maintenu ça jusqu'en 2005. Ils ont maintenu ce système jusqu'en 2005. Ce système à 105% jusqu'en 2005. Ce n'est qu'en septembre 2005 qu'ils ont maintenant, après, puisque, ah oui, mais le système est à l'écoute des grognements par-ci et par-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ajustement. On va dire, bon, maintenant, on va conserver rien que 50% des avoirs extérieurs de l'Afrique hein, dans la Banque de France. C'est ainsi que, actuellement, selon les chiffres, les derniers chiffres que j'ai vus, l'argent que l'Afrique a en France et que les soi-disant États francophones qui ont le franc CFA en partage disposent en France, s'élève à 6 300 milliards de francs CFA. 6 300 milliards de francs CFA, en plus d'autres ressources qui, finalement... Ça fait combien d'euros? Je ne sais pas. Il faut voir. Ça doit faire 100 milliards, quelque chose comme ça. Ça doit faire 100 milliards d'euros, je crois. C'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup. 100 milliards. Non, parce que souvent les pays disposent de 100 milliards facilement. Et 100 milliards, je trouve. 100 milliards d'euros? Oui, je trouve que c'est pas Quel pays? Quel pays? Plein de pays. Bon, d'accord. Mais de toute façon, on va voir les conséquences. On a vu, d'ailleurs, les conséquences se font voir tous les jours. Hein, parce que il faut ça. Les États africains, les soi-disant États africains, par exemple, un pays comme le Togo, qui dispose, son budget annuel, c'est combien? C'est 350 milliards de CFA. 350. Et on n'arrive même pas à rassembler 350 milliards de francs CFA. Tu vois? Donc, on va encore aller chez hein, les banquiers de la Banque mondiale et du FMI pour prêter de l'argent alors que notre argent dort hein, en France. Et ce n'est qu'en 2005 hein, qu'ils ont décidé maintenant de faire passer hein, là-bas à 50%. Donc, actuellement, tout l'argent qu'il y a en France, et ça, ces chiffres même, il faut les relativiser parce que c'est des accords secrets. Personne n'en parle. Tous les banquiers, les plus grands argentiers français n'ont jamais parlé de ça.
Parce que bon, voilà, ça rentre dans leur intérêt dont personne n'en parle. Les dictateurs africains même l'évoquent très rarement. Hein, quelques rares, bon, personne essaie d'en parler, mais bon, ça reste dans l'ordre de l'incantation. Personne n'est en mesure aujourd'hui de dire, bon, voilà, nous voulons recouvrer notre argent et faire disposer clairement de ça. Comment est-ce que dans cette situation, on peut dire que les pays africains sont indépendants? Honnêtement, lorsque vous ne pouvez pas disposer vous-même de votre propre argent, mais on ne peut pas vous dire que vous êtes indépendant. L'intérêt de ce système d'imposition des dirigeants, des leaders à l'Afrique, c'est quoi? C'est de conserver ce système. C'est de conserver ce système. Par exemple, le système du franc CFA. C'est de le conserver. Deuxième chose, deuxième implication, c'est d'infantiliser, continuer par infantiliser les Africains. Leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas capable de bâtir quoi que ce soit. Vous n'êtes pas capable de bâtir des États, rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé, d'une certaine manière, de vous aliéner à nous. Et dans cette logique, on va même faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans les années 90? On va faire entrer d'autres acteurs internationaux dans le jeu, qui sont les ONG. On va créer des ONG pour mieux infantiliser les Africains et leur faire comprendre qu'ils ne sont même pas capables, d'avoir l'idée de l'État. Donc, dès que vous voulez, vous avez un besoin, normalement, qui doit ressortir des compétences, qui doit ressortir des compétences de l'État. Non, les ONG vont pointer tout de suite. Ils vont dire, bon, ouais, mais vous avez besoin d'un WC, ben voilà, les ONG sont là pour vous le construire. Vous avez besoin d'une école, les ONG vont être là pour vous le construire. Alors que cette tâche, notamment la construction des écoles, par exemple, doit relever clairement de la compétence de l'État. Donc, on va faire tout ça et on va humilier les Africains de façon constante, on va les priver de ressources, etc., tout ce que vous savez. De sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine se retrouve même dans une position de fuite du continent. Nous, les Africains, aujourd'hui, en tout cas, une bonne partie de la jeunesse africaine ne voit même plus son avenir se réaliser sur le continent africain. Les Africains vont rêver en dehors de leur espace. On va penser que, bon, voilà, nous ne pourrons vivre que si nous émigrons, si nous sortons, si nous allons vivre en Europe. Tout le monde, tous les jours, les gens vont rêver de ça. À partir de ce moment, on abandonne l'Afrique aux dictateurs et aux multinationales et tout. Les énergies capables d'organiser l'Afrique vont fuir le continent. Et bon, la terre africaine sera possédée par ceux qui l'ont toujours convoité. Et on va voir d'autres acteurs émerger et venir. Aujourd'hui, c'est le cas de la Chine, qui ne fait pas mieux, qui fait la même chose. De sorte même que la Chine, ayant compris que l'Afrique est tellement faible, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit de la même façon que les Occidentaux. Sauf que la Chine, elle ne met pas la propagande droit de l'homme, et démocratique en avant. La Chine dit, nous sommes venus pour faire du commerce. On s'en fout des régimes qui sont en place. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les ressources. Voilà. Peu importe la main qui donne, l'essentiel, c'est ce qu'on prend. La Chine s'inscrit dans ça. Aujourd'hui, la Chine va même jusqu'à faire main basse sur un certain nombre sur des terres en Afrique. La Chine va produire ses besoins alimentaires en Afrique aujourd'hui. Pendant que les Africains eux-mêmes ont faim, bon, la Chine va produire de la nourriture en Afrique pour aller nourrir sa population. Et progressivement, ce qui même va se faire, c'est que demain, nous qui sommes ici, et nos enfants, si nous retournons en Afrique, c'est les Chinois, c'est chez les Chinois qu'on va aller acheter des terres pour construire nos maisons. Et ce n'est même pas sûr que les Chinois vont vouloir nous vendre ces terres. Les Chinois ne vont pas les lâcher. Parce que, mais voilà, ils se disent, mais ben, voilà, ils vont avoir des titres fonciers sur des terres, et dès que nous arrivons, ils vont nous dire, mais vous n'êtes même pas d'ici, vous n'avez pas, non, vous n'êtes pas les Africains, les Chinois vont nous renvoyer finalement. Donc, c'est ces dangers-là qui nous menacent aujourd'hui. Et
en maintenant ces dirigeants, tout ça, bon, les Africains sont dépossédés de tout pouvoir politique. On va exacerber les tensions, hein, les tensions ethniques. Maintenant, on va expliquer le drame de l'Afrique par le phénomène ethnique. On va dire que oui, mais vous n'êtes pas capable de vous entendre. Vous regardez, dans votre pays, vous parlez 52 dialectes. Ce ne sont même pas des langues. On va dire que c'est des dialectes. Nous-mêmes, nous en sommes fiers, puisque dès qu'on se retrouve à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe entre nous. On dit, ah oui, mais voilà, association des ressortissants du Kivu, association des ressortissants de machin, association des Togolais résidents en Suisse. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Alors que tout le continent africain est dans la merde. Si nous, on se regroupe entre ethnies ou bien entre villages, qu'est-ce que ça nous apporte? Quel problème nous résolvons concrètement en Afrique avec cette façon de fonctionner? Donc, quand on va exacerber les questions ethniques, on va même expliquer la reconduction des dictateurs africains par le phénomène ethnique. Donc, on va dire, ah ça, c'est le fief de l'opposition, le Sud qui a toujours voté pour l'opposition et le Nord a toujours voté pour le pouvoir en place. Alors que la réalité montre clairement que le peuple africain n'a jamais voté pour ces fumiers. Honnêtement. Des gens qui ne sont même pas capables de nous apporter le minimum de solutions. Le minimum de solutions face à un problème d'inondation. Voilà, tous les ans, nos villes sont sinistrées parce que, voilà, il pleut. Et ces gens, les Africains vont tous les reconduire au pouvoir. Non, honnêtement, c'est pas possible. Les Africains n'ont jamais voté pour les salopards que vous voyez actuellement au pouvoir. Ce sont des gens, des subalternes colonialistes qui sont là, qui servent la colonisation, et puis c'est tout. Donc, voilà un peu la situation de l'Afrique aujourd'hui, en tout cas sur le plan politique. J'ai fait, parce que comme il m'a été demandé simplement de faire un travail sur le fonctionnement politique, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, les Africains, n'élisent pas leurs dirigeants. Jusqu'à présent, on vient de le voir avec l'élection qui vient de se passer au Togo. C'est le cas le plus récent. Le cas le plus récent, c'est le Togo. On l'a vu un peu plus dans le temps avec le fils Bongo. Personne n'a élu. Mais honnêtement, comment est-ce que vous voulez que des gens comme ça qui en temps normal en temps normal de l'Afrique ne peuvent même pas assumer le rôle des boueurs, que les Africains leur donnent cette responsabilité étatique d'incarner tout? Non, mais c'est pas possible. Hein? Donc, bon, le cas le plus récent, c'est le cas du Togo. Bon, le monsieur s'est présenté à l'élection, il a été battu à plat de couture. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est toujours lors de la transmission des résultats que se pose la question de la fraude, qu'est-ce que l'opposition et le pouvoir ont fait? Ils ont conclu un accord de créer ce qu'ils appellent le VSAT, c'est-à-dire que c'est un outil satellitaire pour pouvoir proclamer les résultats en temps réel. L'heure approchant de la fin de la fermeture des bureaux de vote du dépouillement, le pouvoir, les ministres et les responsables du pouvoir ont décidé tout simplement de couper le VSAT. Ils sont partis, ils ont appuyé tac sur le bouton, puis c'est terminé. Et donc, quand ils ont appuyé, ils ont dit, ah mais non, mais le satellite ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant appeler les présidents des bureaux de vote locaux, qui viendront à Lomé, dans la capitale, proclamer eux-mêmes les résultats avec les enveloppes en poche. Les enveloppes, on leur a fait des enveloppes et tout ça. Donc, les Africains n'élisent pas leurs dirigeants. 2, les Africains, les dirigeants qu'ils ont élus ont été assassinés. Et lorsqu'ils sont assassinés, on les a remplacés, on a remplacé ces dirigeants par des hommes de main, des pions qui ont toujours servi le système colonial, en mettant l'ensemble des ressources de l'Afrique au service des pays occidentaux. En faisant quoi? En imposant, ou bien en continuant par exemple la culture même des